Alors, moi je ne suis pas philosophe, donc je vais donner un avis qui est mon avis personnel. Alors je me suis posé la question en me disant, est-ce que je suis autorisé à causer de ça? Est-ce que finalement ce que je vais faire, c'est pas simplement donner un avis de bistrot, parce qu'on a tous un avis sur tous les sujets. Et puis ce qui m'a convaincu à aller de l'avant, c'est de me dire, c'est un sujet ici où on est en bordure d'un tas de choses, on est au cœur de notre humanité, on est ici un groupe de personnes qui aimons réfléchir sur ces questions-là. Et donc je viens comme une espèce de témoignage en disant peut-être que ça peut enclencher une discussion entre nous, et dans ce cas-là, ça ferait sens. Voilà. Donc je ne prétends pas apporter une vérité, il n'y a pas d'études scientifiques, c'est juste un instantané de ma vision des choses après une cinquantaine d'orbites autour du Soleil. Voilà. Je ne sais pas combien il m'en reste, bon, soit. Voilà, alors petit souvenir, bon, je vais parler d'émerveillement et d'émotions que la découverte peut amener. Moi, le plus vieux souvenir que j'ai d'émotions fortes chez moi, et c'est une émotion qui a été suffisamment forte pour changer le cours de ma trajectoire qui m'amènera à être ici avec vous. Voilà, j'ai 13-14 ans et activité complémentaire scientifique à l'Athénée. Et le prof me raconte qu'il y a une comète qui va passer dans le ciel. Et du coup, on va nous initier un petit peu à l'astronomie. Je me rends compte que ça m'intéresse vraiment, mais vraiment très fort. Et il nous dit, bah, si ça vous intéresse vraiment, mardi prochain, Michel Bougard, que certains connaissent peut-être, organise une observation de la comète sur le toit de l'école. Voilà. Donc j'y vais, je suis tout petit à côté des gens qui sont en réto, moi je suis en deuxième secondaire. Évidemment, en Belgique, la météo est mauvaise, on ne voit pas la comète, mais Michel propose un exposé vraiment typé histoire des sciences sur toute la perception des comètes au cours des âges, etc., jusqu'aux recherches les plus récentes. Et en fait, chez moi, ça déclenche vraiment le feu aux poudres, une passion irrépressible et le besoin de lire, apprendre, connaître. Et donc, ça m'amène à lire des bouquins de vulgarisation d'astro, et puis un peu de physique quantique, et puis un peu de relativité. Et ce qui est vraiment important dans cette histoire, c'est que j'ai immédiatement le besoin de partager cette émotion-là et de partager ce que j'ai appris, ce que j'ai compris. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, moi j'étais incroyablement timide à l'époque, mais cette folie est telle que ça permet de passer au-dessus de ma timidité. Et je me souviens, dans les mois qui vont suivre, les années qui vont suivre, on avait eu une activité d'observation d'une éclipse de lune à l'Athénée, toujours avec ce même Michel Bougard. Je rentre chez moi, j'attends le bus à l'arrêt, je suis en plein centre de la Louvière, et je vois cette lune qui est rouge sang dans le ciel, et je ne peux pas m'empêcher d'arrêter les passants pour leur montrer, parce qu'il fallait absolument que les gens voient ça. Avec le recul, je me dis, mais t'es complètement à la masse, alors que je n'osais pas parler devant les gens. Donc c'est assez... Donc voilà, l'émotion que ça génère, et puis l'envie de le partager. Alors c'est une époque où j'étais très mystique en fait. J'ai l'impression de faire mon coming out ici, pas du tout. Le milieu duquel je venais est un milieu de migrants. Mes parents viennent de Sicile, ils étaient paysans, etc. Ils arrivent ici, ils travaillent dans... mon père travaillait dans tout ce qui était industrie métallurgique. Et donc on est vraiment dans un univers extrêmement religieux, très très pratiquant. Ma famille, dans le village de Sicile, gère une église. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment dans ce type-là. Très mystique. Et donc finalement tout ce que j'apprends en fait par mes découvertes de lecture scientifique, en fait dans un premier temps ça ne fait que rehausser mes croyances. L'univers est absolument merveilleux et on voit que c'est tellement, l'émergence de la vie est tellement invraisemblable que certainement il y a un dieu physicien qui a réglé les paramètres. Et donc voilà, c'est une espèce de truc un peu bizarre où ce que j'apprends en sciences se mélange avec mes connaissances un peu religieuses. Et à l'Athénée, je suis à un moment donné le seul élève en religion. Et quand il y avait encore quelques autres élèves, le prof de religion me demande de venir parler de cosmologie, enfin ce que j'en savais en tout cas à l'époque. Enfin, évidemment, tout ça va fortement changer. Mais tout ce que j'apprends grâce aux sciences, en fait, me donne un sentiment vraiment aigu de vivre. Alors, sentiment aigu de vivre, ça veut dire aussi sentiment aigu de l'omniprésence de la mort. Les deux vont de pair. Voilà, et puis chacun dans notre trajectoire de vie fait que, voilà, à un moment donné, il y a des cataclysmes qui se produisent. Et donc, on a ces deux sentiments qui sont là. Et puis, progressivement, évidemment, Dieu va se faire la malle dans ma perception du monde. Et là, ça devient bizarre, en fait. Parce que quand Dieu a été très présent, parce qu'on a toujours fait partie d'une communauté,
où on prie, où on va à la messe, que j'en étais à ce niveau-là, évidemment, il y a une forme de nostalgie. Voilà, on assume qu'on ne croit pas, et on se sent un peu bizarre en se disant finalement, j'aimais bien moi cette ambiance chaleureuse, ce côté un peu rassurant, que quand un proche s'en va, finalement, il y a un côté encore une fois un peu mystique et qu'on va probablement le retrouver. On se retrouve en fait un peu à l'écart de la communauté dans laquelle on a grandi. On se retrouve à l'écart aussi d'une tradition familiale qui, à mon avis, remonte à l'époque de la domination musulmane au Xe siècle, chez nous. Enfin voilà, donc on se pose beaucoup de questions et on se dit, mais finalement, c'est quoi le sens? Est-ce que le sens que je donne à mon existence, ok, j'aimais ma passion, enfin j'avais une passion qui m'incitait à dévorer tout ce que je pouvais dévorer en termes de connaissances, mais il y avait un sens parce que ça alimentait cette vision divine de l'univers, etc. Et du coup, est-ce qu'on peut retrouver un sens à tout ça quand il n'y a plus aucun Dieu dedans? Et du coup, dans un premier temps, ça renforce le côté cinglé, parce que quand on sort de cette communauté religieuse, on se rend compte que la plupart des gens sur Terre ont des fortes croyances religieuses, et là, ça nous paraît complètement invraisemblable. J'ai l'impression que c'est une énorme mystification, et je dis, moi j'étais dedans, comment j'ai pu fonctionner là-dedans pendant autant de temps? Donc on se sent encore plus en porte-à-faux, et on se dit, mais l'humanité a un vrai problème. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, avec le temps, cette découverte du monde, de la physique, de l'astronomie et de tout ce qui va avec, alors Hubert Reeves est décédé hier, il a contribué beaucoup à ma vision des choses, il y a une espèce d'émergence des visions cosmiques qui apparaît, qui fait que, et ça encore une fois c'est important parce que c'est la science qui m'a fait avoir ça, il y a le monde comme on le voit, qu'on perçoit avec nos sens immédiats, toucher, vision, etc. Et le fait de faire de la science, ça permet d'aller au-delà du vernis et de comprendre les coulisses, en tout cas comprendre, pas forcément comprendre, mais prendre l'ampleur de ce qu'il y a derrière tout ce qu'on voit, et qui nous semble simple, qui nous semble habituel. Alors, pour donner un petit exemple, je peux être dans n'importe quel état mental, je peux être découragé, ce que vous voulez. Je sors de chez moi, j'ai encore eu le cas ici hier matin, je sors au petit matin pressé parce que je suis à la bourre pour aller au boulot, magnifique ciel dégagé, je vois Vénus dans le ciel, je vois Jupiter, je vois la Lune enfin croissant. Je ne vois pas simplement deux points lumineux dans le ciel, je vois instantanément d'autres mondes. Je vois Vénus et je sais qu'elle est là avec ses volcans, etc. Je vois Jupiter et tous les merveilleux mondes qui sont autour. Je vois la Lune, c'est un monde qui est là à portée de main sur lequel on peut aussi se promener. En fait, ça me donne une autre dimension à ce que je vois. Donc l'idée d'avoir appris, observé pendant des décennies tout ça, a complètement changé ma perception. Et je ne peux trouver cette perception que poétique, en fait. C'est quand même dément que vous sortez de chez vous, vous avez d'autres mondes, juste là, que l'on voit et qu'on n'a pas besoin de télescope pour les voir. Je n'arrive pas à m'y habituer. Je vois la Terre, je vois un arbre devant moi, je ne peux pas m'empêcher de voir une structure complètement dingue qui sort du sol, qui grandit toute seule, alors que je sais que derrière, il y a une machinerie complètement folle au niveau de tout ce qui est atomique, moléculaire. Là, c'est le domaine de la biologie, et puis je vieillis, et puis je me dis, ok, on commence à s'intéresser à tout ça par le biais de la physique. L'astronomie, probablement, parce que c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire, c'est ce qui touche le plus, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais ado. Et puis, tout ça permet de prendre conscience de ce qui se passe sur Terre et du côté merveilleux de cette vie. Donc, en fait, l'émerveillement, il est partout. Ça crée des émotions en permanence. Mais en réalité, le fait de connaître ça ne fait que décupler les émotions, parce que quand on observe le monde, on ne le voit plus avec les yeux que j'avais quand j'étais enfant. C'est encore plus fou, en fait, quand on sait comment tout ça fonctionne. Et surtout quand on sait tout ce qu'on ne sait pas. C'est ça qui est encore plus impressionnant. Donc les émotions sont vraiment décuplées. Alors, moi, de tout ça, il y a une idée obsessionnelle qui est là. Alors, je vais utiliser un mot qu'on utilise habituellement. Je vais vérifier dans le dictionnaire. Le mot n'est pas adapté à ce qu'on fait ici, mais je m'en fous, je vais quand même l'utiliser. Je vais juste mettre tout à l'heure un petit astérisque. C'est le mot de mystère. Alors, j'ai vu que le terme de mystère avec un grand M, c'est vraiment typiquement lié à la religion. Moi, je m'en fous. Pour moi, il y a un grand mystère, et c'est la science qui me l'a fait découvrir, et pas tellement la religion. C'est le fait que finalement, si vous faites la synthèse de toutes les disciplines scientifiques aujourd'hui,
on arrive à une question qui est facile à expliquer finalement, enfin qui est facile le contexte est facile à présenter, mais qui est vraiment vertigineuse. Cette question, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous jouez avec des Legos, avec n'importe quel kit de construction, prenez vos Legos, il y a des petites pièces qui sont carrées, d'autres qui sont rondes, d'autres qui sont longilignes, d'autres qui peuvent tourner, etc., toutes les couleurs. Vous jouez avec vos Legos, vous les assemblez, et ça vous donne un assemblage de Legos. Alors, vous pouvez y passer autant de temps que vous voulez, il peut être aussi joli que vous voulez, ça va tout le temps être un assemblage de Legos. Les Legos sont inertes, et donc votre assemblage, il est inerte. Et puis quand on étudie un peu la nucléosynthèse, quand on fait un peu de chimie, on se rend compte qu'on a le tableau périodique des éléments, il y a environ une centaine d'éléments qui sont là. Et puis la science nous apprend qu'on est composé de carbone, d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, voilà, et plein d'autres éléments pour pouvoir fonctionner. Tous ces éléments sont totalement inertes, et puis on est là en train de causer là, de sens de l'existence. On a des sentiments, je vous parle d'émotions, ok, mais on n'est que des éléments inertes. Ça, je n'arrive pas à m'y habituer. Voilà. Pour moi, ça, c'est ce que j'appelle le mystère avec un grand M, comment l'univers a pu en fait faire apparaître des structures à la base inerte qui commencent à prendre conscience de leur existence. Des structures qui sont finalement le prolongement de la nature elle-même. Voilà. C'est comme si la nature se donnait la capacité d'exprimer une espèce d'émerveillement par rapport à ce qu'elle est. Enfin, c'est ce genre de choses qui m'impressionnent vraiment. Donc c'est comment on passe de l'inerte en fait à la vie, à la conscience. Alors Pierre tantôt fait allusion à ses travaux sur l'électricité. Il se fait qu'on prépare pour le musée de l'UNIF une grosse expo d'électricité qui sortira dans une quinzaine de mois. Et dans ce cadre-là, on a eu des longues discussions avec l'équipe. Et dans l'équipe, on a des littéraires, donc des scientifiques mais littéraires. Et on s'est pris le bec, enfin gentiment, sur cette notion de désenchantement du monde qui serait à mettre à... Enfin, désenchantement du monde lié à la science. Alors j'ai été chercher un petit peu sur le web, désenchantement du monde, c'est cette idée qu'à partir du moment où on met de côté Dieu, tout ce qui est magique en fait disparaîtrait, et ces méchants scientifiques ne sont bons qu'à faire des équations, et on a perdu la poésie, on a perdu la beauté du monde. Enfin, voilà. Et mes collègues littéraires me disaient ça vraiment en disant bah oui, quand même la science, en gros c'est moche quoi. Mais en fait, moi quand je vois la vision du monde que j'ai maintenant, et c'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire j'ai été alimenté par plein de lectures, plein de rencontres, etc. Mais pour moi c'est le contraire. Quand on commence à s'intéresser à la façon dont le monde fonctionne, tout prend des proportions qui dépassent l'entendement habituel. Et la simple question, quand j'ai mes étudiants d'agrégation et que je discute avec eux, je dis voilà, je prends une craie, je la lâche, elle tombe, je leur demande pourquoi elle tombe, ils me disent tous c'est la gravité, ok c'est la gravité, et les amis là vous avez mis un mot sur le phénomène, je dis mais pourquoi les choses tombent? Ben, parce qu'il y a une force qui le fait descendre, bon je regardais ils sont dessous de la craie, moi j'ai pas vu de flèche, donc ils mélangent en fait les modèles et la réalité. En fait, ok, on a beau imaginer une théorie de la gravité avec une interaction à distance comme l'a fait Newton, on peut la revoir de façon beaucoup plus sophistiquée, comme ce à quoi fait allusion Pierre en parlant de la relativité, la déformation de l'espace-temps. C'est des théories absolument extraordinaires. Mais finalement, le pourquoi l'espace est déformé par la matière, pourquoi les masses interagissent à distance. Okay, là, on décrit la gravité, on décrit le phénomène, mais on n'explique pas le pourquoi. Et donc, quand on se rend compte que le phénomène le plus commun, qu'on connaît tous depuis notre naissance, finalement, même lui, on ne sait pas trop pourquoi c'est comme ça, et que la plus grande machine de tous les temps, là, le LHC, il travaille à essayer de comprendre l'origine de la masse. Sur des questions si simples, on perd vite pied. Moi, je trouve ça absolument merveilleux. Enfin, voilà. Donc, l'idée de désenchantement du monde, toutes ces questions sur l'inerte, le vivant, etc., c'est la science qui nous faut comprendre ça. Toutes les études de neurosciences, quand on voit, tout à l'heure, il y aura Laurence Ries qui viendra, elle est neuroscientifique, et quand vous avez un neuroscientifique qui travaille sur le cerveau, en fait, c'est quoi? Ce sont des cerveaux qui étudient les cerveaux, ce sont des cerveaux composés d'objets inertes qui étudient la façon dont ça fonctionne. Enfin, voilà. Donc moi, je trouve qu'au contraire, la science a permis de réenchanter le monde. Alors évidemment, si après vous servez la connaissance scientifique pour faire une bombe atomique, c'est un autre problème. Mais la connaissance en tant que telle, pour moi, ne peut que renforcer la beauté du monde. Alors,
il y a cette citation que je trouve merveilleuse de ce cosmologiste qui est Jean-Philippe Uzan, qui dit « La science n'est pas une forme d'art, évidemment, mais les résultats du chercheur ont une puissance poétique. Ils révèlent les fils qui tissent notre réalité et le mystère qu'il y a en son cœur. L'art et la science ont en commun de questionner le monde en rendant visible l'invisible. » Voilà, je trouve que ça résume assez bien. Alors donc, comme je vous l'ai dit, science-émotion, c'est une drôle d'équation. La science vous fait découvrir des choses. Alors vous discutez avec n'importe quel chercheur qui va vous expliquer ce qu'il a découvert, l'émotion passe dedans. Un chercheur, pour arriver là où il est, le cheminement est extrêmement difficile. S'il n'y a pas une passion extrêmement forte, derrière, il ne peut pas y arriver. Donc il y a une passion, il y a de l'émotion pour... c'est des gens qui ont dû être touchés pour se lancer dans ces carrières. Vous discutez avec n'importe quel chercheur, il y a cette émotion de la découverte. Chez les physiciens, chez les mathématiciens, il y a l'émotion qui vient quand on a une équation particulièrement belle. Alors moi, je me souviens, étant ado, j'avais envie d'apprendre un peu la relativité. Le jour quand j'étais en licence, notre prof de cosmologie a écrit l'équation d'Einstein, où d'un côté on avait la masse, de l'autre côté on avait les courbures espace-temps. J'ai été ému, j'ai senti une boule ici apparaître, donc l'émotion elle est vraiment là en fait, en permanence. Et ce qui est amusant, c'est que dans la société actuelle, il y a un stéréotype qui qui dit, en gros, les scientifiques, c'est ceux qui sont dénués totalement d'émotions. C'est ce à quoi tu faisais allusion tout à l'heure. Oui, c'est clair que quand on travaille, il y a la rigueur qui est là, et derrière, il y a tout ce côté émotionnel. Alors, un cas d'école, à Mons, on a beaucoup travaillé sur le pendule de Foucault. Bon, on ne va pas vous faire l'expérience, je peux que vous inviter à venir la revoir quand on la fera dans quelques années. Le pendule, comment ça se passe il y a 25 siècles environ, les gens se posent la question, on voit les étoiles changer de place au cours de la nuit. Deux possibilités. Soit c'est le ciel qui tourne vraiment autour de nous, c'est ce qui semble le plus probable, soit il y a l'un ou l'autre originaux qui dit mais non, le ciel peut-être qu'il ne tourne pas, c'est peut-être nous qui sommes en train de tourner dans l'autre sens. Donc, comment on peut prouver que c'est l'un ou pas l'autre? C'est loin d'être simple. Certains vont revenir avec cette idée, certains vont être brûlés, donc vont avoir conscience qu'il faut se taire, etc. Avec le temps, on va tout doucement avoir la conscience que ça ne peut être que la deuxième hypothèse, ça peut être que la Terre qui tourne, mais une preuve vraiment tangible, il faudra attendre le 19e siècle et Foucault. Donc tout le monde se prend la tête avec cette question, et puis Foucault vient avec une ficelle et une boule, et il résout une question qui est là depuis 25 siècles, avec quelque chose qui est d'une simplicité extraordinaire. Donc à un moment, on s'est dit à un moment donné, ce serait chouette de refaire ce pendule, tant qu'à faire, allons dans une église. Donc c'était le côté un peu provocateur, gentiment provocateur. Et donc on a installé il y a presque 20 ans maintenant, notre premier pendule Foucault, le temps passe vite. Alors moi à l'époque je connaissais le B à bas du pendule, il y avait cette émulation, on était jeunes, tous un groupe de jeunes physiciens, on voulait faire cette expérience-là, on ne l'avait jamais vue. On commence à travailler dessus, et puis on se dit c'est génial comme système, on pense comprendre, et puis on creuse, et puis on se rend compte qu'on ne comprend rien, et puis on est désespéré. On va voir les collègues cosmologistes, ils vous expliquent des trucs, on est encore plus désespéré. Puis on laisse décanter, puis on revient. Ah, on commence à comprendre des choses. Et là, il y a la joie qui commence à venir. Et puis on cherche des expériences pour rendre le phénomène pour rendre la compréhension plus claire. Et on tombe sur des expériences, tout ça, ça s'étale sur 15 ans. On tombe sur des expériences complètement invraisemblables. Et là, on se dit, mais il faut absolument qu'on montre ça au public. Donc l'émotion, elle est en permanence là, dans la compréhension, dans la volonté de la partager, etc. Et puis on se rend compte que plus on creuse ce pendule de Foucault, et plus on tombe sur des considérations qui nous amènent aux limites de la physique en une heure d'explication avec un grand public qui ne connaît pas grand-chose à cette discipline. On en revient à se poser les liens entre ce pendule qui est une ficelle et une boule qui fait des oscillations périodiques dans la collégiale avec ce qui se passe aux confins de l'univers et des galaxies. Alors, je ne vais pas dire que ça ajoute une touche de mystique, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça remet l'expérience dans un contexte et dans ce mystère qui est ce qu'on ne comprend pas encore tout à fait, sans avoir besoin de faire appel à Dieu. Et c'est vraiment vertigineux comme image. Enfin voilà, donc c'est un exemple d'expérience où l'émotion elle est à tous les niveaux. Et ce qui est frappant, c'est que quand le dimanche on faisait nos visites pour le grand public,
ben, systématiquement, on avait 300 personnes autour du pendule qui venaient en famille, et pendant 1 heure, il n'y avait pas une mouche qui volait, et les gens posaient des questions, y allaient sur propre idée. Il y avait une espèce de communion qui était là, dans cette église, sans parler de Dieu. Et donc il y avait un côté fascinant qui est vraiment lié à la nature même de l'univers, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, l'autre exemple que je vais donner, et puis on va tout doucement s'orienter vers la fin, Pierre faisait allusion à des fois des écrits que je fais. Alors, avec les copains, une fois par an, une fois tous les 2 ans, en fait, on se rend à 3000 mètres d'altitude, à l'observatoire de Saint-Véran, dans le Queyras, dans les Alpes. Et là, pendant une semaine, on vit sur un nid d'aigle et on passe notre temps à observer le ciel, faire des photos, certains dessinent, d'autres contemplent. On part souvent avec les copains biologistes qui nous font découvrir la faune, la flore. Les seuls sons que vous entendez, c'est des cris de marmottes, vous voyez les vautours qui tournent autour de vous. Il n'y a aucune construction humaine à 360 degrés. Et on est là, un petit groupe, une dizaine de personnes, et pendant une semaine, on vit l'humanité ensemble, on échange. C'est très très intense. Et donc c'est là en général que j'aime bien écrire. L'émotion de ce que je vois est tellement forte. Vous voyez des phénomènes météorologiques très rares aussi, des phénomènes des arcs-en-ciel, des gloires, sans vouloir faire de jeu de mots stupides. Enfin voilà. Et donc tout ça fait que pendant cette semaine-là, on est quasiment certainement presque en transe. Et j'écris, je partage ça avec les gens. Et puis il y a cette fameuse phrase, il me dit, ma Francesco, maintenant il faudra qu'on retourne à la réalité. Et la question c'est quoi la réalité? Est-ce que la réalité c'est ce que je vais voir quand je vais descendre de la montagne? On va tous à nouveau courir comme des damnés, à tenir les deadlines, à surveiller sa montre à la seconde près, et à voir ce monde qui s'excite parce que le cours de la bourse a monté, parce qu'il y a des bombes qui tombent de partout. Est-ce que c'est ça la réalité? Ou bien la réalité, c'est reprendre conscience de l'univers dans lequel on vit, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, de tout ce mystère du vivant, du fait qu'on peut partager ça de façon intense entre humains. Ça, c'est peut-être une autre réalité qui est peut-être plus proche de la vraie réalité. J'ai l'impression que la réalité dans laquelle on vit est une réalité qui finalement est un décor qu'on a construit, où on dit que ceci est important, ça ne l'est pas, mais on peut vraiment poser des questions. Alors, comme je vous le disais, en ce qui me concerne, et encore une fois, je peux parler qu'en mon nom, moi, ce qui est important là-dedans, c'est le côté, oui, la découverte scientifique, la découverte de sujets induit des émotions chez moi, et j'ai ce besoin de le partager. Et il y a cette notion de communauté. Et ça, on va y arriver dans un instant. Alors, on a parlé d'Hubert Reeves tout à l'heure. Quand il est venu chez nous en 2016, on a longuement discuté. Et à un moment donné, il m'a dit, n'oublie pas une chose, c'est que quand tu présentes une conférence, n'oublie pas de partager de l'émotion. Alors, en me disant, parce que faire déplacer des gens, c'est difficile. Si tu donnes de l'émotion au public, tu peux t'attendre à ce qu'ils reviennent. Alors j'avais beaucoup réfléchi à ça. Alors c'est vrai que quand je fais mes conférences habituelles, ici je suis un peu hors des sentiers battus, je ne suis pas dans ma zone de confort, dans ce que je fais là pour l'instant. Quand je fais ce que je fais d'habitude, en réfléchissant, quand j'entends les retours que j'ai, les gens me disent « Ah oui, on sent la passion, on sent l'émotion ». Bon, en fait, je faisais un peu ce que Hubert disait, mais je n'avais jamais osé le dire de façon claire et nette. Parce que quand j'explique de la science, quand on fait de la science, effectivement, le mot émotion n'est pas du tout là. Et en fait, Hubert Reeves, qui est la référence pour moi, immense scientifique, grand vulgarisateur, Hubert Reeves disait non, il faut qu'il y ait de l'émotion dans ce qu'on raconte. En fait, ça légitimait un petit peu ce qu'on sentait. Alors, l'idée, dans mon expérience, encore une fois, c'est que quand vous mettez de l'émotion dans ce que vous expliquez, si vous parlez du pendule du Foucault, si vous parlez d'une découverte de façon où vous parlez des trous noirs en disant simplement les trous noirs, c'est ceci, ok, c'est une information qui passe. Si vous racontez tout ce qu'il y a derrière, tout le questionnement, les personnages qui ont fait l'histoire, les défis qu'on a dû relever, les erreurs, etc., et que vous faites passer l'émotion des gens qui étaient derrière tout ça, en général, ça marche tout le temps. Donc, dès que vous mettez un récit dans quelque chose, dès que vous racontez une histoire, quel que soit l'âge des personnes qui vous écoutent, ça fonctionne. Parce que l'émotion, c'est quelque chose qui touche les gens.
Et donc, l'émotion est un vecteur de partage de l'information. Mais on peut aller plus loin. On peut se dire, l'émotion est peut-être aussi un objectif en soi dans le partage. Peut-être que l'émotion que moi je ressens en étudiant l'univers, ben, j'ai envie de le partager avec les autres humains. Je suis dans un monde qui, a priori, je pense qu'il n'y a pas de Dieu. On peut se poser la question de quel est son sens, mais peut-être que partager une émotion liée à ce que je vois, ce que je perçois, ce que je comprends, ça peut faire sens. Alors, est-ce que l'émotion de la découverte, elle est contagieuse? En fait, Pierre, il m'a fait réfléchir cette semaine-ci, enfin, il m'a toujours fait réfléchir. Sur le coup, je dis, bah oui, quand les gens viennent au musée, qu'on leur fait visiter nos expos, ou quand ils viennent en conférence, mais les gens sont contents, donc c'est que cette émotion, elle est contagieuse. Puis je me dis, il y a peut-être un biais cognitif là-dedans. Peut-être que les gens qui viennent au musée, ou qui viennent m'écouter, c'est des gens qui ont une fibre par rapport au sujet dont je parle, et qu'ils réagissent parce qu'ils sont déjà à la base comme ça, et qu'il y a tous ceux qui ne viennent pas, tous ceux qui sont a priori pas sensibilisables, eux ne viennent pas. Donc en fait, à cette question-là, je n'ai pas de réponse. J'aime réfléchir à ça. Alors, on peut se poser la question, le monde, il est à feu et à sang, voilà, les gens meurent de partout, etc. Les conditions sont catastrophiques. Est-ce que finalement, s'émerveiller devant une fleur des champs ou devant des galaxies d'interaction, est-ce que tout ça, c'est pas futile? Est-ce que s'émerveiller est une chose sérieuse? C'est quoi une chose sérieuse? Moi, quand j'ai grandi, j'ai l'impression que les choses sérieuses, c'était quand on discutait, encore une fois, du cours de la bourse, des investissements de ceci ou cela. Je me pose la question, en fait, c'est quoi qui est sérieux? Ne pas avoir conscience de la complexité qui est omniprésente, je pense que c'est pas sérieux. On passe vraiment beaucoup à côté de choses. Mais encore une fois, voilà, ça c'est tout à fait personnel. Alors la grande question du sens, j'arrive tout doucement à la fin. Finalement, moi ce que m'a appris l'astronomie, l'astrophysique et le peu que je connais dans les autres disciplines, c'est que finalement, on peut commencer à raconter l'histoire de l'univers à ce phénomène, ce repère temporel qu'on appelle le Big Bang, ok, c'est juste la limite de ce qu'on connaît, avant on ne sait rien. Je sais que les étoiles ont permis de synthétiser des atomes plus complexes que ceux qu'il y avait au début. Et tout ça fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, la vie apparaît, il y a des êtres pensants. On découvre aujourd'hui que énormément d'espèces vivantes ont aussi des émotions, ce n'est pas notre propre à nous, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que finalement, on apparaît à un moment donné quelque part. Je suis apparu une cinquantaine d'années sur Terre, j'ai rien demandé, je suis là. Je n'ai aucune certitude. Ma seule certitude, c'est que je vais disparaître, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 20 ans. Je n'en sais rien. Je me retrouve sur une planète qui est en orbite autour d'une étoile naine, quelque part dans la banlieue de la galaxie. On fait le tour en 250 millions d'années. Cette galaxie fait partie du continent galactique Laniakea. C'est ce que les études récentes ont montré. Et pour le reste, je n'en sais rien. Pourquoi je suis là? Je ne pense pas qu'il y ait un pourquoi. A priori, le monde est objectivement dénué de sens, à moins qu'on se plante complètement. Du coup, il y a 2 possibilités. Soit je dis, le monde est dénué de sens. Si le monde est dénué de sens, ma présence n'a aucun sens et je mets fin à mes jours immédiatement. Certains sont dans cette optique-là. Et honnêtement, je ne peux pas leur jeter la pierre. Ça tient la route d'un point de vue rationnel. Après, il se fait que de mon côté, je me dis, j'ai cette capacité d'émerveillement en permanence et je trouve vraiment incroyable ce scénario. Notre apparition insensée, une apparition qui n'a pas de sens, dans un univers totalement mystérieux. Pour moi, ça, c'est un storytelling incroyable. Voilà. Donc en fait, rien que ce machin, ce fait qu'il n'y a aucun sens, c'est un vrai mystère, c'est vraiment comme un polar en fait. Il n'y a peut-être pas de réponse à ça. Donc je me dis, peut-être que essayer d'approfondir ma compréhension de ce mystère, peut-être que ça fait sens. Maintenant, si c'est que pour moi tout seul, ça ne fait pas beaucoup de sens. Par contre, comme on est tous ici, fruits de cet univers insensé, nous sommes des constructions insensées, des trucs inertes qui pensent,
bien je pense que partager entre construction insensée, le non-sens du monde, et en essayant de l'explorer, peut-être que ça fait sens. Voilà. Alors, maintenant on peut se poser la question aussi, d'où nous vient ce sens de l'émerveillement? On est le prolongement de la nature, on est la nature. Pourquoi la nature nous donne ces capacités d'émerveillement? Peut-être que c'est un avantage évolutif. C'est-à-dire que si on ne l'avait pas, si on avait tous, la seule capacité qu'on aurait eue était de voir le monde en noir, on ne se serait peut-être pas reproduit et on ne serait plus là. Bon, peut-être que le fait de s'émerveiller facilite le fait que l'espèce persiste. Mais enfin, j'en sais rien. C'est assez intéressant. Après, on peut se poser cette question-ci. Finalement, la nature s'émerveille d'elle-même. C'est curieux, ça. Donc, je ne sais, je n'ai pas de réponse à ça. Alors, encore une fois, pourquoi l'émerveillement et pas le dégoût ou l'angoisse? Ben, je pense que dans le champ des possibles, on a tout, en fait. Moi, j'ai ceci, et je ne pourrais jamais convaincre quelqu'un qui n'a pas cette capacité ou cette envie de s'émerveiller à s'émerveiller. Voilà, là, je pense qu'il y a toute une série de biais. Est-ce qu'on choisit vraiment? Je ne pense pas. Après, on peut révéler des choses. Je veux dire, moi, à la base du milieu dans lequel je venais, je ne savais même pas que la science existait. Je rencontre mes enseignants et en fait, en parlant de certaines choses, ils ont peut-être touché une corde sensible qui était encore en dormance. Ça, on peut avoir un effet. Mais peut-être qu'il fallait cette corde sensible. Donc là, c'est un domaine où moi, j'atteins mes limites. Il faudrait peut-être discuter avec des gens plutôt du domaine de la psychologie, de la sociologie, etc. Alors, il y a cette phrase de Stendhal qui est assez intéressante. « Malheureux est bien à plaindre, le cœur froid qui ne sait que savoir. Et que me sert de savoir que le soleil tourne autour de la terre ou la terre autour du soleil, si je perds à apprendre ces choses, les jours qui me sont donnés pour en jouir. Telle est la folie de bien des hommes. » Alors, j'aime beaucoup Stendhal, mais cette phrase-là, je ne suis absolument pas d'accord. Parce que justement, le fait de creuser ces questions de qu'est-ce qui tourne autour de quoi et comment je peux le prouver, en réalité, pour moi, ça booste complètement le côté merveilleux de ma vie et j'en jouis encore beaucoup plus fort. Parce que quand je sors de chez moi et que je vois le soleil qui se couche, moi, ce que je vois, ce n'est pas le soleil qui se couche, je vois la Terre qui est en train de tourner, c'est encore plus vertigineux. Et quand je fais la fête avec des potes, j'ai encore plus conscience de ce caractère magique de faire la fête avec des potes, quand on voit l'univers dans lequel on est. Donc voilà, sur ce coup-là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans mes conclusions, voilà, on a cette capacité de se questionner et de s'émouvoir. Mon ami Hossam El-Kadem, qui nous a quittés il y a presque un an, me disait toujours que la science est la seule activité commune, l'une des seules à l'humanité entière, et que c'est une activité qui est aussi transgénérationnelle. Quand on parle du pendule, ben, on est automatiquement connecté à Foucault certainement, mais à Galilée et à tous les autres. Donc c'est vraiment cet héritage qui fait sens aussi, parce que si notre vie n'a pas de sens, le fait qu'il y a un fil conducteur, enfin, les générations se succèdent, le fait de se transmettre des réflexions et des connaissances peut faire sens. La science est source d'émotions, une source d'émotions très intense, et que donc, comme je le disais, ben, si l'existence d'un individu n'a pas de sens, peut-être agir pour la collectivité des insensés pour en avoir. Certains vont peut-être trouver du sens en essayant de trouver des remèdes à des maladies. D'autres à mener des actions humanitaires, d'autres à créer des belles choses pour la communauté. Peut-être qu'amener voilà, ce qu'on a compris du monde peut aussi faire sens. L'émotion, c'est un vecteur du partage des connaissances, mais ça peut être aussi une finalité de ce partage. Et donc, comme je vous le disais, voilà, mystère, petit astérisque, sans connotation religieuse, ben, encore une fois, explorer le mystère de notre conscience, ça peut être un sens en soi. Et pour le reste, voilà, non-sens, angoisse, émerveillement, se pose la question, est-ce qu'on décide vraiment? Et sur ce, merci beaucoup de votre attention et faites de vos rêves. Voilà, et donc Sacré Pierre Gélis, qui nous emmène toujours, là on ne pense pas aller, on se retrouve toujours. Merci à toi Pierre.